trier les conditions initiales et donner des informations notamment sur les composantes du vecteur G, accélération du champ de pesanteur, nous pouvons démarrer l'établissement des équations horaires du mouvement. Pour cela, il nous faut appliquer la seconde loi de Newton. Ce sera toujours elle que nous appliquerons car elle permet de relier une grandeur qui décrit le mouvement, l'accélération, aux éléments concrets qui modifient le mouvement, donc les forces extérieures. Donc voilà cette seconde loi de Newton, à savoir que petit p représente la quantité de mouvement de l'objet, m fois v. Donc représentons d'abord la balle avec les forces qui s'appliquent sur elle. Donc la seule force que nous prendrons en compte sera le poids P, qui est vertical, orienté vers le bas, et qui s'applique au centre de gravité de la balle, qui est aussi son centre de masse. Pourquoi se limiter à la seule force qui est le poids? Nous considérons que la poussée d'Archimède est négligeable, et que l'action de l'air de manière générale, les frottements induits lors du mouvement de la balle, sont négligeables eux aussi par rapport au poids. C'est une simplification qui est suffisante pour la terminale S. Donc la somme des forces qu'on retrouve dans la seconde loi de Newton se résume au poids. La variation de la quantité de mouvement, dp sur dt, le taux de variation, va se réduire à l'expression masse fois accélération. Pourquoi cette expression? Simplement en dérivant la quantité de mouvement par rapport au temps, on dérive par rapport au temps un produit, m fois v, où m est constante. On arrive donc à l'expression suivante, m fois dv sur dt étant égal à l'accélération. Puis nous pouvons préciser davantage les choses en exprimant P en fonction des grandeurs qui le caractérisent, c'est-à-dire la masse et l'accélération du champ de pesanteur. Et comme dirait un illustre confrère américain, what do we know from this? L'accélération est donc égale à l'accélération du champ de pesanteur. Donc dans cette première démonstration, nous sommes simplement dans le champ de pesanteur qui est uniforme. Nous avons une relation assez simple entre l'accélération et une grandeur qui va caractériser le mouvement, l'accélération du champ de pesanteur. Étape suivante. Il nous faut maintenant déterminer les coordonnées du vecteur accélération, la deuxième grosse étape. Le vecteur accélération étant égal au vecteur accélération du champ de pesanteur, petit g, les coordonnées du vecteur accélération seront celles du vecteur accélération du champ de pesanteur. Revenons à la première page. Voilà, qui nous précise que les coordonnées gx et gy de ce vecteur sont 0 et moins g. Nous allons donc les réutiliser pour exprimer ax et ay. Nous avons ainsi déterminé les coordonnées ax et ay du vecteur accélération. Maintenant, la connaissance de l'accélération va nous permettre de retrouver la vitesse, qui est une autre grandeur caractérisant le mouvement, car la seule précision de l'accélération ne nous suffit pas à avoir toutes les informations concernant le mouvement. Nous savons que le vecteur accélération est le vecteur dérivé de la vitesse. On en déduit donc que le vecteur vitesse est une primitive de l'accélération. Ainsi, déterminer les coordonnées Vx et Vy de l'accélération revient à déterminer une primitive de l'accélération. Ax étant égal à 0, la primitive de 0, une primitive serait une constante. Ce qui signifie qu'en dérivant cette constante, on doit retomber sur Ax. Donc en dérivant Vx, on doit retomber sur Ax, et une dérivée d'une constante sera bien égale à 0.
De même pour Vy, il faut qu'en dérivant l'expression de Vy, on retombe sur moins g, qui est une constante. Donc il faut donc multiplier moins g par la variable, qui est ici le temps, et ajouter une constante, que j'appelle constante 2, pour la différence de la constante 1, car ces deux constantes n'ont aucune raison a priori d'être égales, même si elles peuvent l'être. Il faut maintenant déterminer ces constantes. Pour l'instant, nous avons déterminé une primitive de Vx et une de Vy, mais il nous faut les primitives précises de Vx et Vy correspondant à notre problème. Donc pour Vx d'abord. Vx étant constante, il suffit de connaître Vx à un instant, quel que soit l'instant, au cours du mouvement, pour déterminer sa valeur tout au long du mouvement. Or, à t égale 0, Vx égale V0x égale V0 cos alpha. Nous en déduisons que la constante 1 est égale à V0 cos alpha. De même pour Vy. Il nous suffit de connaître un instant t pour lequel nous connaissons la valeur de Vy. Ça nous permet de déterminer la constante 2. Alors nous savons qu'à t égale 0, Vy égale V0y égale V0 cos alpha. Or, si on remplace t par 0 dans l'expression de Vy que nous avons ici, nous pouvons écrire que Vy de 0 égale moins g fois 0 plus la constante 2. Ce qui vient dire que la constante 2 est égale à V0 sinus alpha. Hop là, petite erreur par là. Sinus alpha. Ainsi, les deux expressions de Vx et Vy deviennent Nous déterminons maintenant les expressions d'x et y de t. Pour ce faire, nous procédons comme précédemment. V est la dérivée du vecteur position, OG sur dt, dont x et y sont les composantes. Ce qui vient dire qu'OG est une primitive de V. Il suffit donc de déterminer une primitive pour x et y. Donc la primitive de V0 cos alpha sera V0 cos alpha t plus une constante, que je vais appeler constante 3. Celle de moins g fois t plus V0 sinus alpha pour y de t, sera moins g fois t carré sur 2 plus V0 sinus alpha fois t plus une constante 4. Comment déterminer ces constantes? À nouveau en s'intéressant aux conditions initiales. X et Y sont égaux à 0, car nous sommes à l'origine, au point origine O. En déduisant que les constantes, donc x de 0 est égal à V0 cos alpha fois 0 plus la constante 3, ce qui donne que constante 3 est égale à 0. Y de 0 est égal à moins g fois 0 carré sur 2, 0, plus V0 sinus alpha fois 0 plus constante 4. Donc la constante 4 est égale à 0. Ce qui veut dire que nos expressions deviennent les suivantes pour x et y de t. Dernière partie. La trajectoire, équation de la trajectoire, donc c'est une équation dans laquelle nous devons trouver
une expression du style y égale f de x. Il suffit d'isoler le temps dans la première expression, donc x de t égale v0 cos alpha fois t. On déduit que t est égal à x sur v0 cos alpha, et on introduit ce t dans y de t, qui devient y de x. Donc, un moins g fois 1 demi, et j'en passe t par tout ça, x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sinus alpha facteur de toute cette expression, pardon. Donc, en simplifiant, je vais finir ici, y de x est égal à moins g sur 2 facteur de x sur v0 cos alpha au carré, plus x tangente alpha. Et nous avons l'équation cartésienne du mouvement. L'équation de la trajectoire. Donc.